Bonsoir à tous, merci de finir le week-end avec nous sur Monaco Info. Et à la une de ce dernier journal de la semaine, deux actualités sportives. La Roca Team décroche son billet en finale de Leaders Cup qu'elle jouera ce soir face au Mans. Vous entendrez les supporters à Poitiers. Et nous reviendrons ensuite sur la brillante victoire de l'AS Monaco FC qui, au même moment, a renversé le leader de la Ligue 1, le RC Lens. Le 22 février, c'est aussi la journée mondiale du scoutisme, un mouvement mondial qui séduit de plus en plus de jeunes à travers le monde, comme à Monaco. La présidente de la branche monégasque, Marie-Hélène Gamba, sera notre invitée ce soir. Nous ouvrirons aussi une page musicale. Hier, le dernier épisode des Concerts de la Voûte a accueilli un compositeur brésilien de renom sur le thème de l'Amazonie. Et nous finirons par un soin pour nourrissons qui fait rêver même les adultes, le Thalasso Bain Bébé qui rappelle le ventre de la mère et calme les nerfs. Immersion à la fin de ce journal. La Roca Team s'apprête donc à retrouver Le Mans dans une demi-heure à peine en finale de la Leaders Cup, brillamment décrochée hier soir face à Cholet. Une belle revanche sur l'an passé. La pression se fait sentir chez les supporters qui ont fait le déplacement à la Futuroscope Arena de Poitiers. Nos deux envoyés spéciaux, Gaëtan Lebrun et Julien Logier, ont recueilli leurs témoignages. La Roca Team est de retour en finale de la Leaders Cup après 2025. Pour l'occasion, les supporters sont nombreux à avoir fait le déplacement depuis les 4 coins de la France. Tous viennent d'univers bien différents, mais partagent une même passion, l'AS Monaco Basket. Moi j'habite à Dijon, et ma mère me dit « Mais tu connais Mike James, apparemment il est super fort et il vient jouer contre Dijon ». Sur le moment, à l'époque, je suivais plus tout à fait le basket français. Je me dis « C'est quand même pas le Mike James que je pense, qui joue au Nets à Brooklyn ». Et si. Et là, je me suis fait prendre avec la série contre Olympiakos et la suite, c'est parti quoi. Je suivais l'équipe de foot depuis que je suis tout petit. Ensuite, j'ai découvert l'équipe de basket. Et je viens de temps en temps à Monaco pendant mes vacances pour voir des matchs d'Euroleague et de championnat. Et là, comme j'habite Rennes, j'ai décidé de voir la Leaders Cup. J'avais vu aussi la Super Coupe de basket à Roland-Garros au mois de septembre. Donc voilà, Monaco m'a fait venir au basket alors que je ne le suivais jamais. J'ai envie qu'ils aient la revanche contre Le Mans en finale de l'année dernière. Malgré le contexte actuel, les Monégasques ont su faire taire les critiques en écartant Strasbourg en quart de finale et en dominant Cholet en demi. Pour la plus grande joie des supporters qui n'espèrent qu'une seule chose, les voir soulever le trophée ici à l'Arena Futuroscope devant près de 6000 personnes attendues ce soir. Monaco, ils ont très bien réagi dans ce contexte en étant justement très soudés. Ils ont décidé de faire abstraction de cet aspect financier. On voit qu'ils sont sérieux, impliqués. Ils ont tué la révolte dans l'œuf quand Cholet a voulu pousser. Et puis bon, l'histoire montre que même pendant les crises avec Limoges, il y a en 2000 je crois, ça peut resserrer une équipe et ça peut aller gagner beaucoup de trophées. Voilà, coup d'envoi à 19h pour ce match de finale très attendu face au Club du Mans. Et puis regardez ces images. La joie des joueurs de l'AS Monaco FC hier soir dans les vestiaires après leur victoire 3-2 arrachée à Lens, le leader du classement de la Ligue 1, et ce en moins de 10 minutes. Un exploit signé Balogun, Zakaria et Fati. Le RC Lens laisse sa première place au PSG que les Monégasques affronteront mercredi au Parc des Princes pour le match retour de Ligue des Champions. Cette fois, on leur souhaite de garder la même vigueur. Nous sommes le 22 février, c'est la journée mondiale du scoutisme et du guidisme, une date qui célèbre pour ses membres la fierté d'appartenir à ce mouvement et ses valeurs de partage et de citoyenneté. Pour l'occasion, nous sommes en ligne avec la chef de la branche monégasque, Marie-Hélène Gamba. Bonsoir à vous. Bonsoir. Présidente de l'association des guides et scouts de Monaco, précisément, merci d'être avec nous. Alors un peu d'histoire pour commencer, cette date est avant tout un anniversaire. Le scoutisme est né au début du XXe siècle. À l'origine, qui l'avait fondé et pourquoi ? Alors c'est Lord Robert Baden-Powell qui a eu l'idée de lancer des activités pour les jeunes qui étaient désœuvrés à l'époque. Et Lord Robert Baden-Powell est né un 22 février. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous célébrons son anniversaire, mais pas que son anniversaire, également celui de sa femme, Olave, puisqu'on sait que derrière chaque grand homme se cache une femme. Et là, c'est Olave qui, elle, va étendre le scoutisme aux filles. Alors plus d'un siècle après sa création, est-ce que le mouvement a vraiment évolué ou bien est-il resté fidèle à ses valeurs au détail près ? Le mouvement a évolué tout en conservant ses valeurs. Il a évolué forcément avec l'évolution des techniques numériques. Donc aujourd'hui, on a une pédagogie qui tient compte de ça et qui prône quand même le décrochage numérique pendant les camps, pendant les week-ends campés.
Donc on essaye de proposer aux jeunes des activités qui leur permettent aussi de décrocher d'un environnement numérique souvent très présent. Voilà, ça fait partie des thématiques du temps présent que vous prenez en compte. On va y revenir un petit peu plus tard, mais d'abord, rappelez-nous quelles sont les particularités de la branche monégasque des scouts. Alors les particularités, déjà on accueille garçons et filles, c'est une association mixte. Et surtout, on essaye de connecter nos jeunes à une dimension internationale. Donc il y a régulièrement des rassemblements internationaux qu'on appelle des jamborées. Et ça permet aux jeunes de la Principauté de rencontrer ceux du monde entier et de cultiver des échanges culturels et toujours très enrichissants. Les premiers scouts s'engagent parfois très jeunes. Qu'est-ce qui lie ces enfants de 8, 12, parfois 17 ans et puis tous ces enfants qui se rencontrent à travers le monde? Quelle est cette promesse qu'ils se partagent? Je crois que l'histoire commence d'abord avec le goût de la nature. Ce sont des jeunes qui viennent chez nous pour partager une aventure dans la nature. Et avec la nature, en fait, on va faire grandir des valeurs très simples, mais qui sont essentielles pour notre bon développement. Il y a un côté un petit peu militaire à tout ça, non? L'esprit d'équipe, le côté, la cohésion. Alors, la cohésion, elle naît à partir d'échanges. C'est un peu du management efficace, on va dire. Quand une équipe est persuadée que c'est la bonne idée, on va la partager et on va avancer comme ça. Mais c'est pas une organisation militaire, loin de là. Le scoutisme a longtemps été perçu comme traditionnel, voire conservateur, avec une forte dimension spirituelle aussi. Comment le mouvement rompt avec cette image péjorative et au contraire, comment se montre-t-il plus connecté à l'ère du temps? Alors là aussi, on va privilégier un éveil spirituel intérieur. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on accueille des garçons et des filles de tous horizons, parfois d'autres religions que la religion catholique. Le point commun, c'est de faire grandir une richesse intérieure. Et là aussi, le chemin de foi peut venir aussi de ce réveil intérieur et de cette conscience des autres. Et comment justement est-ce que vous articulez cette cohésion malgré le fait qu'il puisse y avoir des religions différentes, des enfants de confessions différentes? On partage cela avec les idées de chacun et on essaye de trouver aussi un cheminement commun. Par exemple, on aime bien le terme de temps spirituel. Donc un temps spirituel chez les scouts, c'est parler d'une thématique et arriver à partager des idées qui peuvent être fortes autour de la religion et autour d'autres thèmes aussi. Alors, Monaco est un petit territoire, mais à forte visibilité internationale, on le sait. Et en quoi, justement, les guides et scouts de Monaco jouent-ils un rôle particulier dans l'image et le rayonnement de la Principauté? Je pense que les scouts de Monaco sont très fiers d'être des scouts de Monaco. Quand ils partagent les jamborées dont on parlait tout à l'heure, ils sont toujours très fiers de parler de leur culture, d'amener à l'étranger la culture monégasque. Ils connaissent notamment l'hymne monégasque. Et donc, voilà. Moi, je pense que tous les scouts de Monaco sont des scouts qui ont tissé un lien avec la Principauté. Alors, une dernière question, parlons d'avenir. Qu'est-ce que vous prévoyez donc maintenant au calendrier pour les scouts de Monaco? Alors, c'est une année riche puisqu'on a un jamboree à Chypre cet été pour les guides et scouts. Ce sont les jeunes qui ont entre 11 et 14 ans. Et il y a également le jamboree en Pologne qui se prépare pour l'année prochaine, en 2027. Et puis alors, comment est-ce que vous célébrez cette date aujourd'hui, vous, à Monaco? Alors, nous avons répondu positivement à l'invitation des groupements de scouts du 06 qui ont fait une démarche pour rebaptiser l'aire Saint-Michel du nom de Robert et Olav Baden-Powell, puisque Robert Baden-Powell est venu en 1934 visiter un camp international scout qui se passait là, donc c'était en 1934. Et la municipalité de Nice a accepté de rebaptiser cet endroit et aujourd'hui se dévoilera une plaque commémorative du nom d'Olav et Robert Baden-Powell.
Merci beaucoup Marie-Hélène Gamba, présidente de l'association des guides et scouts de Monaco, d'avoir été avec nous ce soir à l'occasion de la journée mondiale du scoutisme et du guidisme. Merci. Poursuivons notre journal en musique avec les immanquables concerts de la voûte. Catherine Nikitine et David Lefebvre ont reçu hier une star brésilienne qui n'était autre que le compositeur Antonio Santana, connu sous le nom de Tom C. Zara Nkari et Hugo Comasa ont eu le plaisir de le rencontrer à l'église réformée. Permettent de réviser nos classiques, mais surtout de découvrir de véritables pépites. Le couple fondateur des concerts de la voûte est heureux ce samedi soir de recevoir Antonio Santana, figure majeure de la scène contemporaine sud-américaine. Tous les musiciens ont rêvé un jour de pouvoir parler à Wagner, de pouvoir parler à Mozart, de pouvoir parler à Bach, ou de leur poser des questions. Mais quand vous avez composé ça, à quoi vous pensez, qu'est-ce qui se passe ? Et c'est impossible. Et là, nous avons un compositeur ce soir qui est parmi nous. Tout le programme est dédié à sa musique. Six œuvres ont été sélectionnées pour un concert pensé comme un véritable voyage au cœur de la forêt amazonienne et bien au-delà, la preuve avec Sherazade, un morceau cher au cœur de Maestro Santana. Là, on est plongé dans le conte de Mille et une nuits, avec une belle voix de mezzo, violon, piano, mais également le trio brésilien inspiré des forêts de mon pays. Mon souhait, c'est conscientiser toute l'humanité pour l'importance d'aimer la nature, de la respecter. La Voix de l'Amazonie, c'est donc le titre donné à ce 6e rendez-vous de l'année. Pour le préparer, les artistes présents ont partagé avec le compositeur des instants privilégiés. Il n'a pas dirigé un peu comme un chef d'orchestre, mais il a dirigé comme un compositeur et c'est tellement bon. On ressent tout le côté animal qu'il y a dans ses œuvres et il nous a retranscrit toute sa passion. C'était très très agréable. Une musique classique mêlée à des rythmes sensuels. Sous les voûtes de l'église, le public, conquis, s'est laissé transporter. Rouvrons brièvement une page de sport. Si vous êtes nostalgique des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, cette exposition est faite pour vous. Le Musée national du sport, situé à Nice, accueille depuis le 11 février et jusqu'en 2030 une exposition consacrée aux Jeux et intitulée « Un été 2024, la flamme ne s'éteint jamais ». Frédéric Elion et Jean-Alexandre Dordet sont allés la découvrir pour vous. Les crampons d'Antoine Zegdar, champion olympique de rugby à 7 à Paris, 12 ans après avoir débuté le rugby à Monaco. Le vélo de Cassandre Beaugrand, médaillé d'or en triathlon et qui a fait ses classes à l'AS Monaco Athlétisme. Plus que des objets, ce sont des souvenirs des derniers Jeux Olympiques de Paris 2024. Des JO mémorables pour les Bleus que le Musée national du sport vous propose de revivre à Nice à travers une exposition temporaire exceptionnelle. L'idée de cette exposition, ça a été vraiment d'avoir un héritage de ces Jeux de Paris 2024. D'ailleurs, l'exposition s'appelle Un été 2024 parce que ça a été une sorte de parenthèse enchantée qu'on souhaite faire revivre à nos visiteurs, à la fois sur l'ambiance, sur l'atmosphère de ces Jeux et puis évidemment sur le volet sportif qui nous a aussi émerveillés et qui a fait que cet été n'était finalement comme aucun autre. C'est 3 ans de travail. On a travaillé avant ces Jeux Olympiques et Paralympiques pour collecter le maximum d'objets, mettre en place tous les process qui nous permettront justement de raconter le maximum d'histoires. Plus de 800 objets ont été collectés en lien avec les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Des souvenirs donnés directement par les athlètes et leur entourage ou récupérés grâce au soutien de différentes instances, comme le Comité olympique via le Musée olympique de Lausanne. Le groupe LVMH prête également des tenues portées lors de la cérémonie d'ouverture, comme la robe d'Aya Nakamura, à découvrir au tout début de l'expo. On rentre évidemment
par là où tout a commencé, par la musique de parade qui est très présente et qui nous embarque dans cette cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques qui a été suivie par des milliards de personnes, qui était un pari fou, et on a voulu vraiment retranscrire cette ambiance si particulière avec cette cérémonie le long de la Seine. Évidemment, la cérémonie paralympique est également abordée. On a la possibilité de découvrir chacun des tableaux grâce à des dispositifs numériques, interactifs. Après ce passage sur la cérémonie, on va sur la vasque comme une pause, un temps un peu suspendu parce que on a voulu un instant un peu long, un peu magique qui nous permette de souffler et de basculer vers une autre partie qui est elle plus sportive avec une première partie qui s'appelle Jour de France qui met en valeur tous les athlètes français et les sites magiques et majestueux qui se sont transformés pour ces Jeux de Paris 2024. Puis une autre partie sur le grand monde avec le même principe mais avec des athlètes mondiaux, les plus grands athlètes qui ont marqué ces Jeux. En se baladant, vous pourrez donc tomber sur le t-shirt de Novak Djokovic, les maillots des frères Lebrun, stars du ping au JO, le kimono de Teddy Riner, les médailles olympiques et paralympiques ou encore le ballon, synonyme de titre pour la France en cécifoot. Côté interactif, vous pouvez revivre l'un des titres olympiques de Léon Marchand en natation. L'exposition Un été 2024 est à découvrir jusqu'en 2030 au Musée national du sport. Une expo évolutive puisque de nouveaux objets seront à découvrir tous les 6 mois. Monaco compte de nombreux espaces verts qui se démarquent par un entretien de presque tous les instants. Parmi eux, le jardin japonais, grand prix de l'exposition florale à Osaka en 1990. Une équipe de Monaco Info a suivi le travail des personnes qui contribuent toute l'année à sauvegarder la beauté de ce jardin. Alban Gingembre et Lionel Bernardi. Comme tous les matins, sécateur à la main, Philippe sillonne les allées du jardin japonais à la recherche de la moindre branche à tailler. Avec ses 2 collègues, les jardiniers sont responsables de l'entretien de l'espace dans le respect des traditions japonaises. C'est la particularité d'un jardin japonais. Il faut que le soleil pénètre dans les plantes de la tête jusqu'aux pieds. Donc il faut éclaircir, tailler pour que ça ne prenne pas trop de volume. Ensuite, il y a les périodes, il y a des arbres qu'on ne va pas toucher, il y a des plantes qu'on va toucher, etc. Et toute l'année, il faut que le jardin soit entretenu. Et d'ailleurs, on est félicité à chaque fois. Les gens nous disent merci, bravo, tout le monde vient, tout le monde est content. Créé dans le respect des principes les plus stricts du concept de la pensée zen par un architecte paysagiste japonais, le jardin abrite près de 200 espèces d'arbres et de plantes réparties sur 1000 mètres carrés. Vous avez bien sûr les pins, vous avez les bambous, vous avez les myrtes, vous avez les fusains, puisque fusain, les érables bien sûr. On a les canards qui sont venus, ils ont trouvé le coin paisible, ils sont venus un peu s'installer eux aussi. Et ensuite, on a toutes les carpe-coïs là-bas dans le bassin. Il doit y avoir au moins 30-40 carpe-coïs. D'ici quelques semaines, le jardin sera de nouveau en fleurs pour le plus grand bonheur de ses visiteurs. Au programme de Tout l'art du cinéma, mercredi prochain à 15h et 17h, l'Institut audiovisuel de Monaco projettera Coco le clown, retour au début du XXe siècle avec ce classique du cinéma d'animation dans le genre burlesque, une création des frères Max et Dave Fleischer qui sont aussi les pères de Betty Boop et Popeye. Tous les détails sur ce film avec Estelle Massé, responsable de l'action culturelle, interrogée par Fabien Bonilla. Estelle Massé, bonsoir. Bonsoir Fabien. Alors c'est un rendez-vous dans la petite salle, ça va être une après-midi clownesque. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que l'on va pouvoir découvrir Coco le clown, c'est ça? Qui est ce Coco? Alors Coco, c'est un clown de cartoon. Ouais. On est au tout début, dans les premières créations de cartoon. Et Coco est inventé par les frères Fleischer. Et il va littéralement sortir de l'encrier. C'est le nom générique de la série. Et il sort de l'encrier, amené par le dessinateur qui est aussi à l'écran. Et le dessinateur lui propose des aventures. Mais Coco est assez farceur, donc il se joue. Voilà, il est très acrobate, etc. Mais il se joue aussi de son créateur, ayant qu'il y a dans ces différents épisodes des moments où il se taquine beaucoup, jusqu'à tel point que parfois il s'échappe de sa feuille blanche. D'accord. Pour aller vivre ses propres aventures et créer un scénario pour son créateur. Et là, donc, il y a plusieurs, ce sont des petits courts-métrages que l'on va voir, que l'on va découvrir. Il y en a plusieurs, il y a plusieurs histoires différentes. Quelques histoires différentes, assez courtes. On va même aller jusqu'à un voyage sur Mars. D'accord.
avant que Coco parte en vacances dans un univers encore très clownesque. Il fait ce qu'il veut. C'est une série de courts-métrages donc, du début du XXe siècle. Quelle est la technique utilisée ? Alors oui, c'est vrai que c'est important de le noter parce qu'ils ont été précurseurs, les frères Fleischer, d'une technique qui s'appelle la rotoscopie. C'est un brevet, le rotoscope, qu'ils ont déposé au début fin de 1910, qui consiste en fait à faire jouer le personnage par un acteur, ici un des deux frères, et ensuite de projeter l'image et de dessiner par-dessus. D'accord. Ce qui fait en fait... C'est l'ancêtre en fait des films d'animation où on voit avec les petits captures sur les personnages. C'est l'ancêtre en fait. C'est exactement ça. C'est l'ancêtre. Et vous avez fait ces expériences que du coup les personnages, même dessinés, ont une fluidité assez proche du mouvement humain. Et c'était ça qui était recherché. Surtout pour un clown, être aussi fluide, c'était important. C'est un concurrent de Walt Disney ? Alors, ils sont même précurseurs. Ils ont commencé juste avant Walt Disney. Et ce qui est intéressant, c'est que Walt Disney, il est Californie. Eux, ils sont côte Est. Leurs studios sont à New York. Et c'est eux qui ont littéralement inventé les premiers grands personnages des cartoons. On connaît Mickey Mouse, mais on connaît aussi Betty Boop. Bien sûr. Et bien, c'est eux. Popeye, c'est eux. Donc après Coco, qui est leur premier personnage, ils ont créé ces deux autres personnages dans les années 30 et Popeye jusqu'à 1947. Donc c'est vraiment une longévité très importante. Ils sont donc plus anciens. Mais après, ils ont des points communs avec Walt Disney. Les trois, puisqu'il y a deux frères, les trois sont des dessinateurs et caricaturistes. Et c'est ça qui est la base des premiers réalisateurs, animateurs de cinéma, d'animation. C'est ce point commun. C'est destiné à quel type de public, là, cette projection ? Alors, on vraiment pensé à partir de 3-4 ans. D'accord. On est plus pour les enfants, là. On est plus pour les enfants, tout à fait. Mais pour accompagner ce type de projection, on aime bien aussi associer à une première partie. Exactement. Oui. C'est un spectacle. C'est un spectacle cette fois-ci. On a déjà fait les marionnettes, on a fait les lectures de contes. Et là, c'est un spectacle de la compagnie Gorgomar qui nous donnera un extrait, puisque cette salle n'est pas non plus une piste de cirque. Donc, on a fait le choix de ne pas être dans l'acrobatie, mais dans le conte. Et Tata Armel, qui est la conteuse qui est invitée, va nous raconter des histoires époustouflantes aussi. C'est celle d'Ulysse, grand personnage mythique. Donc Ulysse, qui est projeté cette année d'ailleurs par l'Institut. Juste après, là c'est le signe du destin. Donc Ulysse, là, sera un personnage en objet. Dans le récit de Tata Armel. Il faut aller voir cette projection, ces courts-métrages, Coco le clown. J'aimerais bien que la salle soit pleine de rire et d'enfants aux yeux émerveillés, oui. Le message est passé. Allons voir Coco le clown. Merci Estelle. Offrir au nouveau-né une transition en douceur du ventre de la maman au monde extérieur, c'est le but du Thalasso Bain Bébé. À Monaco, l'experte de ce soin pour nourrissons se déplace directement à domicile. Exemple dans ce reportage signé Alban Gingembre et Massimo Piantoni. Bercée dans l'eau par des gestes doux, la petite Alice est enveloppée pour un moment de détente entre les mains d'Andressa. La praticienne se déplace à domicile dans les premières semaines des nouveau-nés pour offrir un moment de connexion. Et sage. C'est un soin qui accompagne le nourrisson pour une transition de la vie dans le ventre de maman jusqu'au monde extérieur. C'est vraiment pour la détente du bébé, pour son bien-être et pour son adaptation à l'extérieur. Il est resté quand même 9 mois dans le ventre, dans un milieu aquatique en fait. Donc le retour dans l'eau, ça lui permet de se réhabituer un petit peu plus. C'est un petit renouveau. Lors de ce moment intime, Andressa accompagne aussi les jeunes parents dans cette nouvelle étape. De la voir sereine, bien avec sa mère, ça fait du bien, quoi. La voir apaisée. Un petit peu émue parce que forcément la voir bien comme ça, je suis un peu émotive donc j'étais un peu émue.
Véritable moment de lien et de douceur, le bain bébé s'adresse aux petits de 0 à 3 semaines. Ah, ce qu'on est bien quand on est dans son bain, comme dirait Henri Salvador. Voilà, c'est ainsi que se referme ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et merci pour votre fidélité à notre antenne. Dans un court instant, vos prévisions météo, présentées par Sarah Nkari. Demain, la nouvelle invitée du podcast sera Marine Boyer, la gymnaste médaillée mondiale et désormais coach au Femina Sports de Monaco. Nous lui avions d'ailleurs consacré un reportage de notre JT cette semaine. Demain soir, c'est Fabien Bonilla qui vous accueillera pour un nouveau JT. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver lundi prochain. Excellente soirée sur Monaco Info. Et à bientôt. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un agréable week-end. Demain, le ciel sera en partie ensoleillé sur la principauté avec de belles éclaircies tout au long de la journée. Les températures resteront douces pour la saison jusqu'à 16 degrés l'après-midi et autour de 10 au lever du jour. Une météo agréable et lumineuse pour bien commencer la semaine. Et puis notez que ce lundi, nous fêterons la Saint-Lazare. Dans l'Évangile, selon Jean, Lazare est un ami de Jésus. Voilà pour la petite anecdote. Excellente soirée avec nous sur Monaco Info.